Juin 2009, dans une clinique de Barcelone, un homme s'éteint dans le plus grand des secrets. Pendant 42 ans, cet homme n'a pas seulement dirigé un pays, il a été une figure centrale de ce que beaucoup d'analystes ont appelé la France-Afrique. Pour comprendre comment un orphelin de la province du Haut-Ogooué, sans appartenir aux élites politiques de Libreville, a pu devenir un interlocuteur incontournable de plusieurs présidents français successifs, il faut oublier tout ce que vous connaissez sur le pouvoir. Il a traversé la décolonisation, la guerre froide et plusieurs crises politiques africaines. Il a transformé un petit pays d'Afrique centrale en puissance pétrolière stratégique. Artisan de la stabilité pour ses alliés, dirigeant autoritaire pour ses détracteurs, son ombre plane encore aujourd'hui sur l'histoire politique du Gabon. L'histoire d'Omar Bongo Ondimba, c'est maintenant. Tout ce qui sera dit dans cette vidéo est documenté et sourcé. Si j'ai fait des erreurs ou des omissions, n'oubliez pas de me dire afin qu'on puisse s'entraider. Merci et bon visionnage. Tout commence le 30 décembre 1935 à Léoua, une petite localité perdue dans la province du Haut-Ogooué. À l'époque, le Gabon n'existe pas encore en tant qu'État indépendant. C'est une pièce du puzzle de l'Afrique équatoriale française. L'enfant qui naît ce jour-là s'appelle Albert Bernard Bongo. Il est le 9e d'une fratrie de 12 enfants. Sa famille appartient à l'ethnie Téké, une communauté historiquement implantée dans la région et alors moins représentée dans les cercles politiques dominants de l'époque. Son père, Basile Ondimba, et sa mère, Jeanne Ebori, sont des cultivateurs modestes. Mais le destin frappe vite et fort. En 1942, Albert a 7 ans quand il perd son père. 5 ans plus tard, c'est sa mère qui s'en va. À 12 ans, Albert Bernard est orphelin de père et de mère. Dans l'Afrique coloniale des années 40, c'est une épreuve extrêmement difficile. Recueilli par son oncle, un garde territorial, il quitte sa terre natale pour Brazzaville au Congo. C'est ici, dans la capitale de l'AEF, qu'Albert va forger son caractère. Son oncle est strict et attaché aux traditions. Mais le jeune garçon développe très tôt une forte ambition. En 1952, à 17 ans, il quitte discrètement son environnement familial pour rejoindre son frère aîné à Brazzaville. Il intègre le lycée technique et obtient un diplôme de commerce. Mais c'est au PTT, Poste, Télégraphe et Téléphone qu'il trouve son premier emploi. Ce poste semble anodin, mais il lui permet de découvrir les rouages de l'administration coloniale. Albert observe, apprend le fonctionnement des institutions et commence progressivement à se constituer un réseau relationnel. 1958, le vent de l'histoire tourne. La France commence à sentir que ses colonies réclament davantage d'autonomie. Albert Bernard Bongo décide de s'engager dans l'armée française. Il intègre alors l'armée de l'air. Sa spécialité, le renseignement. Posté à Fort-Lamy, l'actuel N'Djamena, puis à Bangui, il découvre les mécanismes du renseignement militaire et évolue au contact des réseaux militaires français présents en Afrique centrale. Il n'a que 23 ans, mais cette expérience joue un rôle important dans sa formation politique et stratégique. C'est également à cette période qu'il épouse Marie-Joséphine Kama, celle qui deviendra plus tard Patience Dabani. J'ai fait une vidéo sur elle, vous pouvez la trouver sur ma chaîne. Lorsqu'en 1960, le Gabon accède à l'indépendance, Albert Bernard Bongo rentre au pays. Il n'est plus le petit orphelin du Haut-Ogooué, c'est désormais un homme formé dans les structures administratives et militaires françaises, prêt à servir le premier président du Gabon indépendant, Léon Mba. Son ascension politique peut alors commencer. 1960, le Gabon est indépendant, mais dans les couloirs du palais, l'influence française reste forte. Le premier président, Léon Mba, est un homme complexe, très proche de Paris. Il avait même envisagé à une époque un rapprochement institutionnel très poussé avec la France. Tout Gabonais a deux patries, le Gabon et puis la France. À son retour de l'armée française, le jeune Albert Bernard Bongo intègre d'abord le cabinet de Jean-Hilaire Obama, grand rival politique de Léon Mba, mais Bongo se montre rapidement efficace, discret et particulièrement rigoureux dans le traitement des dossiers. Léon Mba repère vite ce jeune homme de 27 ans qui ne compte pas ses heures. En octobre 1962, le verdict tombe. Bongo est nommé directeur du cabinet du président. Il devient l'un des hommes les plus proches du chef de l'État et découvre les mécanismes du pouvoir au plus haut niveau. Dans la nuit du 17 au 18 février 1964, le destin d'Albert Bongo bascule. Un groupe de militaires gabonais, dans un contexte de forte tension politique, investit le palais présidentiel. C'est un coup d'État. Léon Mba est arrêté. Albert Bongo, fidèle, est lui aussi emprisonné au camp Baraka de Libreville. Les putschistes installent Jean-Hilaire Obama
au pouvoir. Pendant quelques heures, le Gabon croit avoir tourné la page bas. Mais à Paris, un homme suit la situation de très près, Jacques Foccart, le conseiller africain du général de Gaulle. Pour la France, le Gabon représente un partenaire stratégique, notamment pour ses ressources minières et pétrolières. Paris décide alors d'intervenir militairement. Des parachutistes français débarquent à Libreville afin de rétablir Léon Mba au pouvoir. Les affrontements font plusieurs victimes. Mais l'homme qui sort le plus renforcé de cette épreuve, c'est Albert Bongo. Sa fidélité durant cette crise renforce considérablement sa position auprès des autorités gabonaises et françaises. Après 1964, Léon Mba est un homme affaibli. Sa santé décline fortement et il passe plus de temps en France pour se faire soigner. La question de sa succession devient centrale. Dans les réseaux proches de l'Élysée, plusieurs responsables voient alors un Bongo capable de garantir une certaine continuité politique des relations privilégiées entre le Gabon et la France. En novembre 1966, avec le soutien des réseaux proches du pouvoir français, une réforme constitutionnelle crée un nouveau poste, celui de vice-président. Sa mission est claire, assurer la succession présidentielle en cas de vacance du pouvoir. Le 12 novembre 1966, Albert Bernard Bongo est nommé à ce poste. Il a 31 ans, il devient officiellement le dauphin du régime. Le 27 novembre 1967, Léon Mba s'éteint à Paris. Quelques jours plus tard, Albert Bernard Bongo prête serment. Il devient, à 32 ans, l'un des plus jeunes chefs d'État du monde. Ceux qui pensaient qu'il ne serait qu'un simple relais de l'influence française vont rapidement découvrir un dirigeant particulièrement habile politiquement. Le petit orphelin de Haut-Ogooué vient désormais de prendre les commandes d'un État pétrolier stratégique. Une nouvelle ère commence, une ère de 42 ans, le règne de Bongo peut débuter. Albert Bernard Bongo n'a que 32 ans quand il prend le pouvoir, mais il comprend rapidement une chose. Dans un Gabon encore jeune et traversé par des rivalités régionales et politiques, son pouvoir reste fragile. Le 12 mars 1968, il crée le Parti démocratique gabonais, le PDG. Tous les autres partis sont dissous. Officiellement, il explique vouloir préserver l'unité nationale et éviter les divisions ethniques qui déstabilisent plusieurs pays africains à cette époque. Le Gabon entre alors dans l'ère du parti unique. Bongo centralise progressivement le pouvoir autour de la présidence. Les grandes décisions politiques, économiques et administratives passent désormais par le palais présidentiel. Dans les années qui suivent, il consolide son autorité et construit un système politique fondé sur la loyauté, les alliances et le contrôle de l'appareil de l'État. Le jeune président que certains voyaient comme un dirigeant de transition commence déjà à s'installer dans la durée. Au début des années 70, le destin du Gabon change brutalement grâce au pétrole. Le premier choc pétrolier de 1973 fait exploser les prix du baril. Pour le Gabon, petit pays peu peuplé, mais riche en ressources naturelles, les revenus augmentent considérablement. Libreville se transforme rapidement. Les routes, les bâtiments administratifs, hôtels, infrastructures. Le pays connaît une modernisation spectaculaire. Le sentier du Transgabonais, immense voie ferrée traversant le pays, devient l'un des symboles de cette ambition. Pendant plusieurs années, le Gabon affiche l'un des revenus par habitant les plus élevés d'Afrique subsaharienne. La presse étrangère parle alors de miracle gabonais. Mais derrière cette prospérité, une autre réalité apparaît progressivement. L'économie du pays devient extrêmement dépendante du pétrole et des relations privilégiées avec la France. Une grande partie des richesses reste concentrée autour de l'État et des élites proches du pouvoir. Omar Bongo comprend que le pétrole n'est pas seulement une richesse économique, c'est aussi un outil diplomatique. En 1973, Albert Bernard Bongo annonce sa conversion à l'islam. Il prend désormais le nom de El Hadj Omar Bongo. Cette décision marque les esprits. Certains y voient une démarche personnelle et spirituelle. D'autres analystes estiment qu'elle permet également au Gabon de renforcer ses relations diplomatiques avec les pays arabes producteurs de pétrole, dans un contexte international dominé par les enjeux énergétiques. Quelles que soient les motivations exactes, cette conversion renforce son image sur la scène internationale. Omar Bongo élargit désormais son influence bien au-delà de l'Afrique centrale et des réseaux français. Le président gabonais devient un interlocuteur recherché dans plusieurs capitales africaines, européennes et moyen-orientales. Au fil des années 70, Omar Bongo devient l'un des alliés africains les plus proches de la France. Le Gabon occupe une place stratégique pour Paris. Pétrole, uranium, stabilité politique, position géographique. Le pays est considéré comme un partenaire essentiel en Afrique centrale. Les relations entre Libreville et l'Élysée dépassent souvent le cadre diplomatique. Omar Bongo entretient des liens personnels avec plusieurs présidents français successifs, de Georges Pompidou à Jacques Chirac.
Plus tard, différentes enquêtes judiciaires et publications évoqueront le rôle du Gabon dans certains réseaux politico-financiers liés à la France-Afrique et à l'affaire Elf. Plusieurs responsables politiques français et anciens dirigeants de la compagnie pétrolière Elf Aquitaine seront mis en cause dans ces dossiers. Le nom d'Omar Bongo reviendra régulièrement dans ces affaires, même si lui-même contestera toujours certaines accusations. Une chose est certaine, à cette époque, le président gabonais devient un acteur incontournable des relations entre la France et l'Afrique. Vous êtes plus de 80% à regarder mes vidéos sans jamais vous abonner. N'oubliez pas de mettre un j'aime, c'est important, de vous abonner. Si vous aimez ce genre de vidéos, c'est important pour l'algorithme. Merci. En 1981, François Mitterrand arrive au pouvoir en France. Pour beaucoup d'Africains, cette alternance politique laisse inspirer un changement dans les relations entre Paris et ses anciennes colonies. Le nouveau ministre français de la coopération, Jean-Pierre Cot, affiche sa volonté de réformer certaines pratiques héritées de la France-Afrique. Mais Omar Bongo reste un partenaire stratégique difficile à contourner. À cette époque, plusieurs livres et enquêtes journalistiques commencent à s'intéresser aux relations financières et politiques entre certains dirigeants africains et la classe politique française. Parmi eux, le journaliste Pierre Péan publiera quelques années plus tard Affaires africaines, un ouvrage qui suscite de nombreuses polémiques. Face à ces tensions, les relations entre Paris et Libreville connaissent plusieurs épisodes diplomatiques sensibles. Malgré cela, Omar Bongo conserve son influence et reste un interlocuteur privilégié pour la France. Le président gabonais demande alors sa capacité à naviguer entre les pressions internationales, intérêts économiques et équilibre politique. Mais à l'intérieur du Gabon, le climat devient plus tendu. Une partie de la population critique les inégalités sociales, la concentration du pouvoir et l'absence de véritable pluralisme. En 1981, des opposants créent clandestinement le Morena, le mouvement de redressement national. Le régime réagit fermement. Plusieurs militants sont arrêtés et jugés au début des années 80. Des organisations de défense des droits humains et des opposants dénoncent alors des restrictions des libertés politiques. De son côté, le pouvoir affirme vouloir préserver la stabilité du pays dans un contexte africain marqué par des coups d'État et des guerres civiles. Omar Bongo développe progressivement une méthode politique basée sur des équilibres et les alliances de l'intégration d'anciens adversaires au sein du système. Certains y voient une stratégie d'apaisement, d'autres considèrent qu'elle permet surtout de neutraliser l'opposition. Mais une chose devient évidente, le président gabonais maîtrise parfaitement les rapports de force politiques. En 1990, le contexte international change brutalement. Le mur de Berlin est tombé. Partout en Afrique, des mouvements réclament plus de démocratie et davantage de liberté politique. Au Gabon, les tensions sociales augmentent. Le pays traverse des difficultés économiques malgré les revenus pétroliers. Le 23 mai 1990, l'opposant Joseph Redjambé est retrouvé mort dans une suite d'hôtels à Libreville. Sa disparition provoque une immense émotion dans le pays. Des manifestations éclatent, notamment à Port-Gentil, la capitale économique. Des bâtiments sont attaqués, les activités pétrolières perturbées et la situation devient très tendue. Les circonstances exactes de la mort de Redjambé restent encore aujourd'hui sujettes à des débats controverses politiques. Face à cette crise majeure, Omar Bongo comprend que le système doit évoluer pour survivre. Sous la pression populaire et internationale, Omar Bongo accepte finalement l'organisation d'une conférence nationale en 1990. Cet événement marque un tournant historique pour le Gabon. Le multipartisme est rétabli après plus de 20 ans de parti unique. Mais contrairement à d'autres dirigeants africains renversés à cette période, Bongo réussit à conserver le pouvoir. Son expérience politique, son contrôle de l'appareil d'État et sa capacité à négocier avec différents acteurs lui permettent de traverser cette transition sans quitter la présidence. Les élections organisées dans les années suivantes seront régulièrement contestées par une partie de l'opposition, tandis que les partisans mettront en avant la stabilité du pays dans une région souvent marquée par des conflits. Le système Bongo ne disparaît pas, il s'adapte. Pour comprendre l'homme d'Omar Bongo, il faut aussi comprendre les femmes qui ont marqué sa vie. En 1959, alors qu'il est encore un jeune militaire, il épouse Joséphine Kama. Elle est jeune, charismatique et passionnée de musique. Ensemble, ils auront plusieurs enfants dont Alain Bernard Bongo, qui deviendra par la suite Ali Bongo. Pendant plusieurs années, Marie-Joséphine accompagne l'ascension politique de son mari. Première dame du Gabon, elle participe à l'activité du parti et représente régulièrement le pays lors d'événements officiels. Mais en 1987, le couple divorce. Marie-Joséphine quitte alors le devant de la scène politique et se consacre pleinement à sa musique sous le nom de Patience Dabani. Sa carrière artistique connaît un immense succès au Gabon et dans plusieurs pays africains. Malgré leur séparation, les deux figures resteront liées pendant de longues années, notamment à travers leur famille et leurs histoires communes.
En 1990, alors que le Gabon traverse une période politique particulièrement tendue, Omar Bongo se remarie avec Edith Lucie Bongo. Médecin de formation, elle est la fille du président congolais Denis Sassou Nguesso. Ce mariage attire immédiatement l'attention des observateurs politiques de la région. Beaucoup y voient également un rapprochement stratégique entre deux des familles politiques les plus influentes d'Afrique centrale. Edith Lucie Bongo devient rapidement une première dame active, notamment engagée dans des actions liées à la santé publique et à la lutte contre certaines maladies comme le VIH-Sida. Durant près de 20 ans, elle occupe une place importante dans l'entourage présidentiel et accompagne Omar Bongo dans plusieurs déplacements internationaux. Omar Bongo est connu pour avoir eu une très grande famille. Au fil des années, plusieurs de ses enfants occupent des postes importants dans l'administration, la politique ou les affaires publiques. Sa fille Pascaline Bongo devient l'une des personnalités les plus influentes de la présidence, tandis qu'Ali Bongo est nommé ministre de la Défense avant de devenir plus tard le président du Gabon. Progressivement, les liens familiaux prennent une place centrale dans l'équilibre du pouvoir gabonais. Les alliances familiales et matrimoniales rapprochent également certaines grandes familles politiques et économiques du pays. Pour ses partisans, cela permet de préserver une stabilité du système. Pour ses critiques, cela renforce la concentration du pouvoir autour d'un cercle restreint. Au fil du temps, la famille Bongo devient ainsi l'un des symboles les plus puissants de la vie politique gabonaise. Dans les dernières années du règne d'Omar Bongo, une question revient sans cesse. Qui va lui succéder? À l'intérieur du pouvoir, plusieurs figures émergent, notamment Pascaline Bongo et Ali Bongo. De nombreux observateurs évoquent alors des rivalités d'influence entre différents clans du régime. Ali Bongo, ministre de la Défense, renforce progressivement sa position politique, tandis que Pascaline Bongo conserve une influence importante au sein de la présidence. Omar Bongo, lui, reste discret sur ses intentions. Comme souvent dans sa carrière, il entretient l'équilibre entre les différentes forces qui composent son système politique. Au début des années 2000, le contexte international change. En France, plusieurs associations et magistrats commencent à s'intéresser au patrimoine de certains dirigeants africains et de leurs proches. En 2007, les associations Sherpa et Transparency International déposent une plainte visant plusieurs chefs d'État africains, dont Omar Bongo. C'est le début de l'affaire dite des biens mal acquis. Les enquêtes portent notamment sur des biens immobiliers, des comptes bancaires et des dépenses considérées comme disproportionnées par rapport aux revenus officiels déclarés. Ces accusations sont largement relayées dans les médias français et internationaux. De son côté, Omar Bongo conteste plusieurs de ces accusations et dénonce parfois une campagne politique contre les dirigeants africains proches de la France. Mais cette affaire marque un tournant. Pour la première fois, le système France-Afrique est publiquement exposé devant les tribunaux et l'opinion internationale. Le 14 mars 2009, Edith Lucie Bongo décède au Maroc après une longue maladie. Sa disparition bouleverse profondément Omar Bongo. Plusieurs proches et observateurs décrivent alors un président affaibli physiquement et moralement dans les semaines qui suivent. Après des décennies passées au sommet du pouvoir, Omar Bongo apparaît pour la première fois comme un homme fragilisé. En mai 2009, Omar Bongo est hospitalisé à la clinique Quirón de Barcelone en Espagne. Pendant plusieurs jours, les informations officielles restent limitées et de nombreuses rumeurs circulent sur son état de santé. Le 8 juin 2009, le gouvernement gabonais annonce finalement son décès. Omar Bongo Ondimba meurt à l'âge de 73 ans après plus de 40 années à la tête du Gabon. Ces funérailles nationales rassemblent plusieurs chefs d'État africains et responsables internationaux. Dans le pays, l'émotion est immense. Pour une partie des Gabonais, il reste le bâtisseur de la stabilité du pays. Pour d'autres, il symbolise le système politique profondément verrouillé. Mais tous savent qu'une époque vient de se terminer. Omar Bongo Ondimba laisse derrière lui une empreinte immense sur l'histoire du Gabon et l'Afrique centrale. Pendant plus de 40 ans, il aura traversé les grandes crises africaines, entretenu des relations étroites avec plusieurs dirigeants français et construit un système politique qui survivra longtemps à sa disparition. Quelques mois plus tard après sa mort, son fils Ali Bongo Ondimba accède à la présidence, prolongeant la présidence de la famille Bongo au sommet de l'État jusqu'au coup d'État en août 2023. Pour certains, Omar Bongo fut un stratège exceptionnel capable de préserver la stabilité d'un pays riche mais fragile. Pour d'autres, il incarne les excès de la France-Afrique et la personnalisation du pouvoir. Mais une chose est certaine, l'histoire du Gabon moderne reste impossible à raconter sans parler d'Omar Bongo Ondimba. L'orphelin du Haut-Togo est devenu l'un des chefs d'État africains les plus influents du XXe siècle. C'était l'histoire d'Omar Bongo Ondimba. La démocratie est quelque chose qu'il faut faire à temps, parce que plus ils attendront, plus ils auront de problèmes.
Vite ils partiront, vite ils le feront, vite ils comprendront que c'est très bien.